Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Ils sont un peu plus de 4 200 000 électeurs togolais à être attendus aux urnes le 20 avril prochain pour un double scrutin législatif et régional. En jeu, 113 sièges de députés à l'Assemblée nationale et 179 sièges de conseillers régionaux. Pour la toute première fois, les Togolais éliront des conseillers régionaux qui siégeront au Sénat. Les dernières élections législatives, celles de 2018, avaient été boycottées par l'opposition, du moins l'opposition classique qui criait au hold-up électoral. Alors, sera-t-elle dans la compétition cette fois-ci? Si oui, quels sont les rapports de force politique, pouvoir-opposition à quelques petites semaines de ce rendez-vous électoral? Et enfin, quel regard porté sur la gouvernance du président Faure Gnassingbé qui tient les rênes du Togo depuis février 2005. Trois invités avec moi pour en parler. Brigitte Ameganvi, vous êtes économiste, spécialiste du management stratégique et de l'évaluation de la performance. Nous parlerons de la performance de votre pays, le Togo, dans cette émission. Ancienne présidente de Synergie Togo, une organisation de la société civile togolaise. Vous militez depuis de longues années pour un meilleur ancrage démocratique de votre pays, le Togo. Merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer ensemble avec nous les enjeux de ce double scrutin, de même que pour nous dire le regard que vous portez sur le Togo, sur la vie politique de votre pays, le Togo. Merci. C'est moi qui vous remercie. Karl Garba, coordinateur général de Togo Debout, un mouvement de la société civile également au Togo, règne selon vous une dictature féroce. Mais les proches du pouvoir togolais qui vous connaissent disent de vous que vous êtes totalement déconnecté du Togo et de ses réalités et des évolutions positives qu'a connues votre pays, le Togo, ces dernières années. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation pour nous dire le regard que vous portez, vous également, sur la vie politique du Togo dans son ensemble, de même que pour évoquer avec nous les enjeux liés au double scrutin législatif et régional prévu le 20 avril dans votre pays, le Togo. Brice Nzamba, vous êtes avocat au barreau de Paris, analyste politique, êtes-vous également? L'actualité politique est en ce moment marquée au Togo par un projet de réforme constitutionnelle. Si ce projet aboutit, si cette réforme aboutit, le président de la République ne sera plus élu au suffrage universel direct, mais par les parlementaires, et le mandat passera, la durée du mandat passera de 5 ans à 7 ans. Merci d'avoir accepté notre invitation pour qu'ensemble on fasse l'analyse de ce projet de réforme constitutionnelle, et notamment pour évoquer les motivations qui ont pu militer pour le choix d'un tel projet. Merci, Richard. Je m'impose l'élégance. Brigitte Ameganvi, de commencer par vous, la femme, même si aujourd'hui on dit qu'il n'y a plus de différence entre l'homme et la femme, et ça c'est un autre débat, on dit qu'on sera une autre émission. Dans les motifs qui accompagnaient le projet de réforme constitutionnelle déposé sur la table de la commission des lois à l'Assemblée nationale du Togo, il est écrit ceci en un point 2. Je cite, « Le but recherché par notre proposition est de mettre en place un régime qui offre une plus grande stabilité politique et gouvernementale en permettant la formation de gouvernements qui reflètent les majorités parlementaires. » Voilà comment le pouvoir togolais justifie, entre autres, le choix de réviser votre constitution pour faire passer le Togo du régime semi-présidentiel ou présidentiel à un régime parlementaire. Que vous inspire un tel projet? Alors, un tel projet, plus je lis l'exposé des motifs qui est à l'origine de ce projet, et plus je compare les deux, la Constitution telle qu'elle existe aujourd'hui, réformée déjà 2 fois. Celle de 92, réformée en 2002. Voilà. Et ce qu'on nous présente comme un projet de Constitution, oui, plus je suis persuadée que c'est un canular. Et donc, j'attends le 1er avril pour voir si, véritablement, ce qui est écrit là
se justifie et si le projet de constitution qu'on nous présente, qui est en faveur d'un régime parlementaire, est réel. Pourquoi un canul? Pourquoi? Oui. Parce que dans l'exposé des motifs, oui, ce qui est dénoncé, et la phrase que vous venez de lire, oui, est réellement curieuse, parce que les gens qui écrivent ça sont au pouvoir depuis 63 ans au Togo. Faure Gnassingbé est au pouvoir, il en est à son 4e mandat. Non. Ça fait 20 ans. Le président Faure Gnassingbé n'est pas au pouvoir depuis 63. Non, depuis non, 63. Il est au pouvoir depuis 20 ans, bientôt. Oui, oui, bientôt. Depuis février 2005. Voilà. Oui. En 2005, il aura terminé 20 ans au pouvoir. De quelle instabilité parle-t-il? On va encore avoir une stabilité plus politique, plus grande. Je précise, avant que vous ne poursuiviez, Brigitte Améganvi, que le représentant du pouvoir que nous avons invité n'a malheureusement pas pu faire le déplacement pour être présent dans cette émission. Ce n'est que partie remise, bien entendu. Nous reviendrons dans d'autres émissions sur ce projet de réforme. Voilà. Vous pouvez continuer à nous parler de ce que vous avez considéré comme être un candidat. Formation de gouvernement qui reflète les majorités parlementaires. Les majorités parlementaires sont formatées, fabriquées depuis toujours à l'Assemblée nationale, à tel point que, si je prends juste l'exemple des 2 précédents parlements qui ont eu lieu, celui qui a été l'Assemblée nationale, j'entends, celui qui a été élu en 2007 et celui qui a été élu en 2013, qui sont les 2 seuls scrutins qui étaient véritablement concurrentiels, eh bien, l'opposition avait systématiquement plus de 50% des suffrages, mais n'a jamais eu plus de 20% des sièges, tout simplement parce que le découpage électoral est fait de manière à ce que, finalement, dans les fiefs où on vote à plus de 80% pour le parti RPT, l'ancien UNIR aujourd'hui, ce sont l'essentiel des sièges sont alloués à ces départements-là. Et dans la région maritime, où on vote à 20% UNIR, eh bien... Alors, on reviendra sur la question du découpage électoral, mais puisque vous parlez de majorité, c'est vous-même qui avez boycotté les législatives. Certes, c'est pas le pouvoir qui vous a contraint. Absolument, mais je parle, c'est bien la raison pour laquelle je fais la référence aux seul président. Voilà, qui était pluraliste et où l'opposition, avec la majorité des suffrages, n'a jamais eu plus du tiers des sièges. Disons les choses. Donc, majorité parlementaire. Quel problème vous pose le passage au régime parlementaire? Non. Alors, ce n'est pas le passage au régime parlementaire qui pose problème. Oui. C'est la manière de procéder qui est... c'est une escroquerie, une fraude, un canular, je ne sais. Mais l'Assemblée nationale élue actuellement, oui, effectivement... après le boycott de la C14, le boycott des législatives par la C14, oui, a été élu le 28 décembre 2018. 18, c'est ça. Son mandat est arrivé à son terme depuis le 31 décembre 2023. Ça aussi, c'est vrai. Et c'est à partir de février-janvier qu'on a entendu parler d'une éventuelle proposition de loi par un groupe de députés. Et quelques mois après, on a eu ce document que je considère comme étant... Alors, c'est exactement comme l'un des ministres de Faure Gnassingbé, à un moment donné, dans un discours, avait fait une sortie disant que le président Faure Gnassingbé a hérité d'un pouvoir avec une économie délabrée, un tissu social déchiré, etc. Sauf qu'il oubliait qu'il parlait du père de Faure Gnassingbé, qui a gouverné le pays pendant si je vous résume, et qui a cédé le pouvoir à son fils. Si je vous résume. Je termine juste en disant, oui, que le RPT, dans son temps, et aujourd'hui, oui, nous a systématiquement habitués à se prévaloir de ses propres turpitudes. Et c'est sans arrêt comme ça. Or, il existe un principe tout simple en droit qui est que nul ne peut se prévaloir de ses propres. Vous êtes en train de nous expliquer que les motifs évoqués ici pour justifier ce projet de réforme constitutionnelle sont du fait du pouvoir en place. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. En gros, nous sommes en face d'un projet inopportun envoyé à des parlementaires illégitimes, puisque vous dites que le mandat est arrivé à terme depuis. Karl Gaba, très rapidement. Nous avons l'habitude de dire sur le continent que nos présidents ont trop de pouvoir.
qui concentrent dans leurs mains un peu trop de pouvoir, qu'il faut délester le président de la République d'une partie de ses pouvoirs. Votre projet s'engage, on ne connaît pas encore l'avenir de ce projet, votre pays s'engage dans la voie d'une réforme, justement, qui va permettre aux parlementaires désormais, ou du moins au Premier ministre, qui sera donc élu dans le cadre d'un régime parlementaire, d'exercer réellement une bonne partie du pouvoir politique pour que ceux-ci ne soient pas concentrés, en tout cas l'essentiel du pouvoir ne soit plus concentré dans les mains du président de la République. Est-ce que c'est, dans son esprit et dans le principe, vous êtes d'accord avec ou pas? J'essaie de retenir ma colère. Le Togo est en faillite totale. Faure Gnassingbé et sa bande, son clan, sa mafia, on va être mesuré et... Non, ce n'est pas de la mesure. Et délicat dans les... Non, il n'y a pas de délicatesse. Quand ils disent que je suis déconnecté des réalités du pays, je veux leur rappeler quelle est la réalité du pays. Allez-y. La réalité du pays, c'est que c'est un pays qui est verrouillé. C'est un pays qui est totalement meurtri. C'est un pays qui est appauvri. C'est un pays, depuis 60 ans, est sous le règne et la coupe et la fêlure du même système dictatorial, répressif, criminel. Et aujourd'hui, Faure Gnassingbé continue son jeu de bonneteau. Comment se maintenir au pouvoir à vitam aeternam? Et là, il a trouvé une astuce. C'est de se faire introniser roi. Il crée une cour qui va être l'Assemblée nationale dans laquelle il va nommer 100% des députés. Et ces 100% de députés auront la légitimité de pouvoir le nommer président à vie. Ils ne nous disent pas, effectivement, quelles sont les procédures des candidats qui vont nommer. Ça, on ne le sait pas encore. Non, on sait seulement que la durée du mandat va passer de 5 ans à 7 ans. Je vous dis, c'est du bonneteau, c'est de l'escroquerie. C'est de nous voiler la face. Faure Gnassingbé a fait une promesse, c'est de tenir l'engagement de son père qui est de ne jamais lâcher le pouvoir. Et là, il y a un enjeu. 2025, normalement, il ne peut plus être candidat à la présidence de la République au Togo. Il n'a pas respecté toutes les procédures, toutes les lois, toutes les contraintes qui interdisaient aux Togolais de faire, à un président de la République de faire plus de 2 mandats. Il en est à son 4e mandat. Et il trouve une astuce qui est une escroquerie, qui consiste à verrouiller le système politique avec sa cour que je vais appeler une nomenclatura du système. Qui va regrouper tous ses obligés au sein de cette nomenclatura au nom de 113 au sein d'un parlement. Et ce parlement-là sera le seul légitime à le nommer président à vie, à le nommer monarque à vie. Nous disons non. Si le projet dit vouloir régler une crise de représentativité. La représentativité, cette crise de représentativité a été bafouée par ce régime-là. Toutes les élections ont été truquées, volées. C'est une belle forfaiture. Donc, Togolais, mobilisez-vous. Il en va de votre vie, de votre existence sur la terre de nos aïeux. Relisez notre hymne national qui vous demande de vous mobiliser quand le tyran, effectivement, montre ses dents. Faure Gnassingbé est en train de provoquer les Togolais. C'est sa technique. Il se croit invincible. Il se croit inatteignable. C'est aux Togolais. Son représentant n'est pas là pour vous répondre, mais il viendra bien entendu. Vous avez bien compris qu'ils se sont dégonflés. C'est des lâches. Ah non, moi c'est des lâches. Alors on va garder le cas de la bienséance. Non, il n'y a pas de bienséance dans cette émission. La forfaiture. Moi j'ai invité, des raisons objectives ont pu empêcher que... Il y a eu un débat qui est prévu, qui vienne affronter. Jamais le pouvoir, ni Faure Gnassingbé, n'a été confronté
à un leader politique togolais dans un débat ouvert au peuple pour expliquer ce qu'il fait, qui il est, où est-ce qu'il va. Et là, on avait l'opportunité d'avoir ces représentants pour parler du pays, de parler de la difficulté. J'avais déjà fait des débats avec vous. Aujourd'hui, ils se sont dégonflés, ils se sont carapatés. Ah, c'est comme ça que vous interprétez l'absence du représentant du pouvoir. On reviendra sur comprenez, mais pourquoi je vous dis ça? On a bien compris. Ils osent dire que je suis déconnecté. Oui, je suis déconnecté de ce système qui veut soumettre tous les Togolais, qui veut aliéner tous les Togolais. Non, nous sommes des millions de Togolais qui sont contre ce régime-là, qui sont déconnectés de cette réalité qui est que ce pouvoir-là nous tient par la gorge, nous martyrise, assassine nos enfants. Et j'en reviens, et ça c'est pour les Togolais, une petite pensée à nos morts. Agba Martin, un opposant mort en exil. Il est supposé être déconnecté lui aussi. Monseigneur Kodjo, mort en exil. Il est supposé être déconnecté également. Agbeoume Kodjo, mort en exil. Il est supposé être déconnecté des réalités du Togo. Où va-t-on? Le défi qu'on lance à Faure Gnassingbé, c'est de dégager de ce pouvoir, de laisser les Togolais libres. Et pour que les Togolais soient libres, il faut des élections libres et transparentes. Il faut des élections où chaque vote compte. Chaque Togolais a droit d'être un candidat. Et de surplus, comment peut-on organiser des élections sans publier des résultats bureau de vote par bureau de vote? C'est le défi que je lui lance à Faure Gnassingbé. Alors, vous abordez plusieurs sujets là. En même temps, on reviendra sur la question électorale. Geoffrey Brice Nzamba, on voit bien que le projet de réforme constitutionnelle, en tout cas pour les opposants que j'ai à cette table, ça ne passe pas. On parle de forfaiture, on parle de canular, on parle de tricherie. Encore une fois, ce n'est qu'un projet. Le projet est sur la table de la commission des lois de l'Assemblée nationale et togolaise. Il n'est pas illégitime, peut-être pas, puisque la constitution de votre pays dit que les députés siègent jusqu'à l'élection de nouveaux députés, ce qui suppose, par interprétation, que aussi longtemps qu'il n'y a pas d'autres députés élus, ceux qui sont là siègent, ont la légitimité, le droit de siéger. Mais ça, c'est un débat de droit. Brice Nzamba, vous êtes avocat au barreau de Paris, analyste politique. Comment peut-on comprendre cette volonté du pouvoir togolais d'adopter un régime parlementaire? Quand on voit la cartographie politique du continent, j'ai à peu près 2 pays seulement qui ont adopté le régime parlementaire. L'Éthiopie. Personne ne connaît le président éthiopien. Les Éthiopiens, apparemment, c'est une dame. Mais c'est le Premier ministre qui a tous les pouvoirs. Pareil pour les Mauricie. Je ne sais pas s'il y a d'autres régimes parlementaires purs sur le continent. Purs, je ne parle pas des faux parlementarismes comme l'Afrique du Sud, le Botswana, etc. Non, régime parlementaire pur où c'est le Premier ministre qui a l'essentiel du pouvoir. Alors, ça peut effectivement paraître curieux que, comme ça, on décide... Le pouvoir togolais décide d'adopter un régime où on n'a pas de référence historique en tant que tel pour dire voilà, ça marche mieux ici sur le continent parce qu'ils ont adopté un régime parlementaire. Comment peut-on comprendre cette initiative politique? Ça peut répondre à quel besoin? Au-delà des motifs évoqués ici et qui accompagnent le projet. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que en général, quand on veut passer d'un régime politique, un système d'organisation institutionnelle à un autre, en général, c'est pour répondre aux difficultés. C'est ça. C'est-à-dire que quand il y a des contradictions dans la société, des contradictions dans la vie politique qui deviennent tellement importantes que ça bloque le fonctionnement des institutions, en ce moment-là, il est du devoir des dirigeants de proposer un modèle de gouvernement qui soit plus adapté pour résoudre ces difficultés-là. On a des exemples. C'est ce qu'ils disent ici dans les motifs exposés. Ça ne vous convainc pas? Oui, mais maintenant, il faut que ça soit objectif. C'est-à-dire que les motifs pour lesquels on veut changer de système d'organisation politique, il faut que ces motifs-là soient objectifs. Il ne faut pas que ça soit juste subjectif. Vous voyez? Par exemple, quand le général de Gaulle, en France, a voulu mettre en place un système
semi-présidentielle, Oui. avec la Ve République, la Bien Constitution de 58. 58, c'était pour résoudre le problème lié aux crises des partis, puisqu'on avait le régime des partis à l'époque. Donc le Premier ministre était désigné précisément par des partis majoritaires, et à tout moment, il y avait des modifications de majorité au sein de l'Assemblée. Ce qui faisait que les gouvernements ne mettaient pas beaucoup de temps. Il y avait le gouvernement qui était renversé tout le temps. Donc, ça créait une instabilité institutionnelle. Donc, il fallait répondre à cette question-là, raison pour laquelle il a fallu en arriver à la Ve République avec un régime semi-présidentiel, en fait, où le président est très fort et il doit disposer d'une majorité au Parlement, il nomme le Premier ministre, etc. Bon. Donc, c'est pour dire qu'il faut qu'il y ait d'abord un problème objectif qui se pose dans la vie politique. Alors, est-ce qu'il y a un problème politique qui se pose dans la vie politique au Togo actuellement ? Bon, moi, avec l'observation que j'ai faite, Oui. on constate qu'il y a un parti au pouvoir qui a toujours eu la majorité au pouvoir à l'Assemblée, Bien sûr. qui a toujours eu le gouvernement sous contrôle. Donc le gouvernement était issu de la majorité donc au Parlement. Et le président qui avait les pouvoirs, donc avait à la fois le contrôle du législatif, donc du Parlement, de l'exécutif, et donc de la présidence. Donc on avait, à la vérité, je dirais, une totalité de pouvoir entre les mains du président. À partir du moment où lui, son parti était majoritaire à l'Assemblée et que c'est lui qui désignait le Premier ministre et désignait les ministres, il avait la totalité du pouvoir. Donc on peut penser raisonnablement que la vertu qu'on peut pouvoir trouver dans cette intention de changer de système, c'est précisément en fait de pouvoir amoindrir les prérogatives du chef de l'État. Oui, mais c'est ce qu'ils disent. En tout cas, en théorie. Oui, en théorie. Bien sûr, en théorie. Là, je Oui. suis encore en théorie. C'est-à-dire qu'en théorie, on a un chef de l'État qui a moins de prérogatives, puisque même dans certaines décisions qu'il doit prendre, il faut que ça soit contresigné par le Premier ministre, vous voyez. Donc le président du Conseil, comme il l'appelle. Donc ça donne l'apparence, en tout cas l'impression, quand on lit les textes, qu'on a donc, à la vérité, un amoindrissement du pouvoir présidentiel. Et que donc, on a un renforcement du pouvoir parlementaire et du pouvoir exécutif. Dans l'exécutif, on a donc deux têtes. Il y a deux têtes, il y a le président du Conseil et le chef de l'État. Mais alors, la difficulté dans la pratique, là j'en arrive à la pratique, C'est ça. c'est que c'est lui qui a la majorité au Parlement. Donc, c'est lui qui a le parti politique majoritaire au Parlement. Oui. C'est donc lui qui aura le Premier ministre. Bien sûr. Et c'est donc lui qui aura les ministres. Et c'est lui qui aura, à la vérité, puisque le président Faure, s'il a la majorité au Parlement, son parti est majoritaire au Parlement, c'est donc son parti qui va désigner le Premier ministre, c'est donc son parti qui va désigner les ministres, oui. Et il aura aussi la présidence, donc le président Faure. Donc, à la vérité, on aura encore la totalité du pouvoir entre les mains d'un même clan. Vous voyez? Donc, dans la pratique, c'est ça que donc, vous êtes en train de nous expliquer, Maître Nzamba, qu'il n'y a pas, en tout cas, que pour le pouvoir togolais, il n'y a pas de difficulté particulière, il n'y a pas de situation difficile, particulière aujourd'hui qui puisse justifier, qui passe au régime parlementaire, au fond. Non, il n'y a pas de crise politique qui justifie. À la vérité, il faut aller plus loin. C'est-à-dire que c'est que le pouvoir est en pleine manœuvre. C'est une manœuvre politique, ce qui se passe. Pensez-vous? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le pouvoir veut se pérenniser. C'est-à-dire que comme le mandat du chef de l'État arrive à son terme, et donc il faut préparer, en 2025, donc il faut préparer les conditions, je dirais, légales ou constitutionnelles pour permettre au président de se représenter, donc la nécessité de réformer la Constitution pour remettre les compteurs à zéro. Et pour faire passer cette réforme-là, donc il faut donner une apparence d'intérêt pour les populations, notamment d'un avancement démocratique, où on va faire croire que c'est le Parlement qui va détenir maintenant le pouvoir et c'est le Parlement qui va l'exercer en désignant un Premier ministre qui va lui-même désigner des ministres. Voilà. Mais bon, moi j'aimerais quand même pour rester équilibré. C'est-à-dire que la réforme qui est en cours porte en elle les germes, à la vérité, d'un amoindrissement du pouvoir présidentiel, à condition que le Premier ministre qui va être désigné, parce qu'il peut arriver qu'un Premier ministre soit aussi fort, soit fort, c'est-à-dire qu'on croit pouvoir le contrôler, mais lui ne concentre pas à son tour. Voilà, ne concentre pas à son tour le à se faire manipuler. Qu'on prend des mains du président de la République. Voilà, c'est-à-dire que cette réforme peut porter en elle les germes, je dirais, d'un effritement du pouvoir réel du président Faure au profit du Premier ministre, à condition que le Premier ministre désigné ait une personnalité suffisamment forte
pour s'imposer auprès du président et qu'il puisse, puisqu'il aura la Constitution pour lui, qu'il puisse s'imposer. Je propose qu'on marque une coup de pause. On marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour poursuivre notre échange. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.